Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour la dernière émission de la saison, pour le dernier délit d'opinion de la saison, avec Charles Gave comme d'habitude. Ben oui, on est... c'est donc la fin juin, il fait un temps de cochon dehors, et donc... C'est votre téléphone qui fait du bruit comme ça ? C'est mon téléphone qui fait l'andouille, là, je vais l'arrêter. Le téléphone, c'est tellement compliqué que plus personne ne se les fait marcher. De temps en temps, ça téléphone aussi, c'est curieux. Ça fait tellement de choses que c'est étonnant. Voilà, on a eu une saison complète. Ça a été fatigant cette année. Ouais, il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de craintes, et on termine sur l'été avec beaucoup de craintes, notamment au niveau économique, avec la crise énergétique, la remontée des taux d'intérêt, tout ça. On va un petit peu en parler dans cette émission, même si à mon avis, vous avez dû penser le sujet avec Emmanuel ce matin. On a fait un travail de fond ce matin avec Emmanuel. On a essayé d'expliquer l'importance du temps dans les raisonnements économiques, parce que la plupart des gens pensent que l'économie, c'est de prévoir ce qui va se passer le trimestre prochain. En fait, c'est d'essayer de comprendre les phénomènes. C'est un peu comme la dérive des continents. Pourquoi ce qui a eu lieu il y a 8 ans a un impact aujourd'hui très important. Donc le temps est quelque chose que les gens ne prennent plus en considération, c'est curieux. C'est vrai. Vous avez dû tourner pas mal autour de votre article de lundi, j'imagine. C'est ça. Donc, l'idée, c'est... On va peut-être faire ça de temps en temps, d'ailleurs, avec Emmanuel ou avec vous, on verra. Mais l'idée, c'est d'essayer de prendre des sujets, justement, qui requièrent du temps et de faire comprendre que l'économie, c'est presque comme un mobile de Calder que vous mettez sur le berceau d'un bébé. Vous savez, ça bouge comme ça, il y a des petites... Mais si vous bloquez une des branches et que vous donnez un grand coup, les autres bougent beaucoup plus et c'est très difficile à prévoir. Donc l'économie, c'est pas du tout un système stable, c'est un système qui est complètement instable tout le temps et vous essayez toujours de revenir. Mais si quelqu'un empêche le retour à la stabilité, ça devient sportif, quoi. Surtout que c'est dans les gros médias, c'est des analyses qui manquent un petit peu. On commente beaucoup l'actualité directe. Alors là, on a l'inflation à 5,8. Alors on commente l'inflation à 5,8, mais sans forcément aller beaucoup plus loin dans le temps, en essayant de prévoir ce qui va se passer, ni en essayant de comprendre les causes profondes de tout ça. J'ai toujours l'impression de parler à des gens qui pensent que tout a commencé il y a 3 mois, quoi. Non, c'est... prenez un exemple idiot, monsieur Jospin décide d'arrêter tous les efforts qu'on faisait sur la recherche nucléaire. Ça devait être en 1997 ou 1998, je ne me souviens plus très bien, pour faire plaisir aux écologiques. Et croyez-le ou pas, c'est en 2022 qu'on paye le prix. C'est-à-dire cette immense erreur de Jospin, c'est maintenant qu'on va en payer le prix. Et on va continuer à le payer pendant un bon bout de temps. Il va falloir, si on voulait le rattraper, il va falloir mettre au moins 10 ans d'efforts pour essayer de se retrouver là où on était avant qu'il fasse cette imbécilité. C'est ça. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est l'espèce de temps qu'il faut entre une décision imbécile, et parfois elle n'a pas d'effet néfaste tout de suite, mais vous la voyez, regardez quand Madame Merkel a décidé sur un coup de panique à cause de Fukushima au Japon de fermer tous les réacteurs nucléaires en Allemagne, mais ça a profondément changé tout l'équilibre énergétique mondial. Tout à fait, et puis derrière... on l'a vu 10 ans après. C'est pour des raisons écologistes, et derrière, on se retrouve avec la réouverture de centrales à charbon. Voilà, et en général, on arrive toujours au résultat inverse de ce que disait saint Paul, dans je ne sais plus quel épître aux Corinthiens, je ne sais pas quoi. Il disait, Seigneur, comment se fait-il que j'arrive toujours au résultat inverse de celui que je cherche ? D'ailleurs, on va en parler un petit peu avec le vote de la fin du moteur thermique en 2035. Je voulais commencer cette émission avec un petit mea culpa. La semaine dernière, on avait confondu la Lituanie et la Lettonie par rapport au blocage de Kaliningrad. Donc on avait parlé de la Lettonie. Vous savez, ils sont par là-haut, ils ont été occupés par les Russes pendant longtemps, Lituanie, Lettonie, Estonie, tout ça. Et j'ai un mal fou aussi à me remémorer l'ordre à chaque fois. Donc on se roule à vos pieds, mais...
Je sais à chaque fois que l'Estonie c'est au milieu, mais je sais jamais qui est en haut, qui est en bas, c'est terrible. Donc voilà, c'est Lettonie, Estonie, Lituanie. Ensuite, premier sujet de cette émission, malheureusement on n'a pas pu en parler la semaine dernière, mais c'est arrivé quelques heures, peut-être même quelques minutes après notre émission. Pourquoi vous les arrangez toujours au mauvais moment, vos émissions? Je sais pas, je fais pas les horaires. Pourquoi pas juste après qu'une nouvelle importante était annoncée, quoi. Alors, je me suis pas entendu avec la Cour suprême. En plus, il y a eu décalage horaire. Bon, voilà, ils sont revenus sur donc ce célèbre arrêt Roe versus Wade. Roe versus Wade. Donc, qui interdisait en fait aux États de légiférer sur l'avortement lors du premier trimestre de la grossesse. Donc, c'est désormais possible. L'interdiction totale est possible dans les États. Donc, c'est les États, Wisconsin, Missouri, tout ça qui vont décider intégralement de leur législation par rapport à l'avortement. On en avait parlé un petit peu il y a quelques semaines parce que c'était une éventualité. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? C'est une décision qui est très intéressante parce que j'avais essayé peut-être de l'expliquer ici. Il faut comprendre la Constitution américaine, comme les Américains le disent toujours. Les États-Unis ne sont pas une démocratie, c'est une république. C'est-à-dire que dans une démocratie, la voix de la majorité l'emporte toujours. Donc si vous décidez de tuer, je sais pas, tous les Russes et tous les coiffeurs, eh ben, c'est dans la mesure où tout le monde a voté pour ça, c'est très bien. Vous avez le droit de tuer tous les Russes et les coiffeurs. Et ce qui est complètement idiot. Donc il y a dans la Constitution américaine une série de dispositions qui servent à protéger la loi de le bien-être des minorités, en quelque sorte, que la majorité puisse, pour empêcher la tyrannie de la majorité. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est délégué à des juges qui sont nommés à vie, donc qui ne sont pas sujets des passions. Mais le vrai débat qu'il y a aux États-Unis sur la Cour suprême depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle, entre ceux qui pensent qu'il faut faire attention à ce que voulaient les fondateurs, ce qu'on appelle le original intent, ou alors est-ce que la Cour suprême doit prendre en compte les évolutions et voter en fonction de ce que veut le public. Mais là, ça pose un problème, c'est que on retourne dans la loi de la majorité en quelque sorte. C'est-à-dire que si le public veut tuer tous les coiffeurs, voilà, si c'est vraiment bien vu. Et donc, dans les années 70, la Constitution, la Cour suprême avait découvert à la stupéfaction générale qu'il y avait une espèce de droit à l'avortement qui était inclus dans l'esprit des législateurs qui avaient créé la Constitution. Ce qui avait stupéfait tout le monde, parce que alors là, ils ne disaient pas un mot sur l'avortement, personne. Ça a été un peu déduit de la Constitution. C'était une création juridique extrêmement intéressante de dire que c'était le droit de la personne humaine, etc. Bon, et ce que disaient les législateurs, c'est que le genre des législations comme ça devait être passé par les États, parce que c'était à eux le laboratoire de formation des séquences nouvelles aux États-Unis, ça a toujours été les États. Mais il y a toute une partie de la gauche qui trouve beaucoup plus facile de passer par les juges que de passer par les États, parce que les États, les gens ne veulent pas, ça prend du temps, etc. Parce que les juges... Donc ils avaient voté ça et c'était devenu une espèce de vache sacrée. Et ce qu'a simplement dit la majorité de cette fois-ci, 6 contre 3, ce qui est quand même pas mal, ils ont dit simplement, écoutez, il n'y a jamais rien eu dans la Constitution sur l'avortement, jamais. Donc, on est désolé, mais c'est un mauvais... ils ont fait l'hypothèse qu'on pouvait en déduire qu'il y avait des choses. Donc, pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faut essayer de comprendre ce que c'est que la Constitution américaine. Il faut comprendre le débat qui a lieu aux États-Unis depuis toujours entre ceux qui sont original intent ou évolutifs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a des juges, mais c'est pas la première fois que les juges reviennent. Il y avait toute une série de mesures qui étaient favorables, par exemple, à l'esclavage, et qui ont été retoquées par les... Tout à fait, oui, ça arrive souvent. Oui. Ça arrive souvent, donc c'est pas la fin du monde, et puis chacun des États a le droit de prendre ses décisions comme il l'entend. Donc, voilà, c'est une victoire de la loi sur l'opinion publique.
Certains ont parlé, pour évoquer cette décision, pour analyser cette décision, certains ont parlé d'un effet du gouvernement des juges. Or, précisément, c'est le contraire. C'est auparavant les juges qui disaient aux États comment faire, comment organiser la société. Et surtout, les juges avaient interdit aux États, alors que c'était prévu par la Constitution, de traiter un certain nombre de problèmes sociaux, dont l'avortement. Donc, ça a été le gouvernement des juges, c'est cette décision qui a été prise dans les années 60. Tout à fait. Et ouais, c'est ça, c'était en 73. Et donc, cette décision-là, cette nouvelle, c'est justement l'inverse. C'est les juges qui redisent aux États, je vous redonne votre pouvoir total. C'est un mouvement qu'on va peut-être beaucoup voir aux États-Unis, c'est-à-dire que un peu partout, les gens se rendent compte que ce mouvement qu'on a eu depuis 1945 à peu près, de centralisation du pouvoir, etc., à Washington, ou dans tous nos pays, chez nous ça a été grotesque, enfin, est en train d'amener à des sociétés de plus en plus fragiles et de plus en plus dangereuses. Donc peut-être une façon de rendre la société plus agréable à vivre, c'est de rendre des pouvoirs aux locaux, de façon à ce qu'il y ait une série de problèmes qui peuvent être résolus à l'échelle locale, qui soient résolus à l'échelle locale et qu'on n'ait pas sans arrêt besoin de demander son avis à M. Macron sur je ne sais quel sujet, quoi. Donc il me semble que tout mouvement qui va vers la prise de décision allant plus au niveau local qu'au niveau central est un mouvement de bonne qualité. Je pense qu'en plus de ça, c'est de plus en plus nécessaire en Occident. On voit par exemple aux dernières élections présidentielles aux États-Unis, on voit bien comment se partage le vote entre les grandes villes et puis ce qu'on appelle le Midwest, donc la campagne américaine. Ce qu'on appelle le flyover country, le pays aussi, on fait que voler au-dessus, on s'arrête jamais, quoi. C'est ça. Donc si on décide tout à Washington, forcément on va avoir Washington étant une grande ville, c'est majorité très large démocrate. Donc nécessairement si on décide tout à Washington, tous les États-Unis vont être gouvernés. Les cours de justice de Washington sont extraordinairement à gauche. Parce que vous savez, il y a par exemple, on sait très bien que la Californie a des juges à gauche, Washington a des juges à gauche, au Texas, ça sera des juges beaucoup plus conservateurs et tout. Mais tout ce qui est, quand vous y avez un débat à l'intérieur de l'État américain, c'est les juges de Washington qui tranchent, avant d'arriver à la Cour suprême. Et tous les jours des magistrats sont à gauche. Donc faire monter le pouvoir, c'est faire monter le pouvoir de la magistrature de gauche. C'est ça. Ensuite, bon, alors il y a certaines législations du coup qui ont lieu maintenant. Je pense notamment à celle du Missouri qui interdit complètement l'avortement, sauf dans le cas où la mère, la femme enceinte aurait des problèmes de santé à cause de la grossesse. Donc dans tous les autres cas, c'est éliminé, même en cas de viol ou en cas d'inceste. Bon, à titre personnel, je trouve ça assez excessif comme législation, mais quelque part, je trouve ça moins grave pour deux raisons. La première, c'est que si vraiment une femme veut aller se faire avorter et qu'elle habite dans le Missouri, bon, elle peut le faire dans l'état d'à côté. Voilà, c'est 3 heures en voiture, peut-être, pas plus, je pense. Donc, quelque part, c'est un peu moins grave. D'autre part, si la population de l'État qui est visée par une législation extrêmement restrictive n'est pas d'accord avec cette législation, elle peut tout à fait changer de majorité 2 ans plus tard. Donc derrière, en plus, j'imagine que la majorité démocrate s'empressera très vite de revenir sur toutes les législations anti-avortement. Donc si ces législations, si ces lois perdurent dans le temps, c'est que quelque part la population locale le veut. Donc quelque part, il y a une justice là-dedans. Donc moi, je suis plutôt favorable à cette décision, même si elle rend possible certaines lois que je n'appuie pas. Maintenant, il y a des excès, je trouve, des deux côtés. Il y a quand même des États... jusqu'à quasiment la dernière semaine, qui tout à fait. Était simplement de l'infanticide. Il y a une culture de l'avortement aussi aux États-Unis. On le sait assez peu en Europe, et réciproquement d'ailleurs. Aux États-Unis, on ne sait pas que les lois vis-à-vis de l'IVG en Europe sont beaucoup plus restrictives que celles de beaucoup d'États américains. Surtout de l'Est, le Massachusetts, etc. New York, c'était effrayant. Quoi. C'est ça, on peut aller dans certains cas à plus de 24 semaines, les dans enfants le 3e trimestre.
C'est ça, on peut aller dans certains cas jusqu'au 3e trimestre, même si c'est relativement rare et que souvent c'est pour des questions de problèmes de santé, ça arrive quoi, et on n'a pas forcément besoin de donner un motif légitime pour le faire. Donc là, je trouve que c'est de l'autre versant beaucoup trop excessif. Maintenant, sur le plan politique, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça pour les républicains, surtout avec les midterms qui arrivent? C'est pas Vous savez, forcément quand vous prenez une décision importante comme ça, les élections de la prochaine élection cantonale à la fin de la semaine, n'importe quoi, n'ont strictement aucune importance. C'est une décision de principe qui a été prise de rendre des pouvoirs aux États. Et à n'importe quel moment dans l'histoire, tout le monde a rigolé en disant que c'était pas le bon moment, puisqu'il y a des élections tous les 2 ans aux États-Unis. Donc, en plus, je crois qu'il y a à peu près 70% des Américains qui sont hostiles aux avortements, en particulier tardifs. Donc les démocrates poussent des cris en disant c'est une perte de liberté totale, une perte d'autonomie pour les femmes. Bon, ça se passe assez mal autour de Washington, autour de Boston, des choses comme ça, mais je suis pas certain qu'il y ait une majorité d'Américains qui soient pour l'avortement comme méthode de contraception, quoi. Oui, Je suis persuadé qu'il y en a 70-75% qui sont contre. Ça, tout à fait. D'ailleurs, je trouvais ça intéressant, c'est que depuis Roe versus Wade, donc il y a plusieurs mesures dans l'opinion sur toutes les est-ce que l'avortement doit être légal avec certaines restrictions, est-ce que l'avortement doit être légal sans aucune restriction, est-ce que l'avortement doit être totalement illégal, ce genre de choses. Et l'opinion américaine est totalement stable, en fait, depuis la décision de 1973, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit peut-être de plus en plus libérale en faveur de l'avortement, quoi. Donc, je trouve ça intéressant. C'est un vrai débat de fond, cette histoire de l'avortement, parce que, en principe, le droit, c'est la protection du faible contre le fort. Bon, alors la femme qui est enceinte, qui ne veut pas de bébé, elle est par définition faible. Donc on se dit donc elle doit être protégée, elle, mais en même temps, l'enfant qu'elle porte, il peut être beaucoup plus faible qu'elle. Donc moi, quand je regarde ça, encore une fois, c'est des endroits où le législateur doit y aller, mais avec une main tremblante, quoi. C'est pas... Il y a 40 ou 50 ans, quand j'étais jeune, il y avait des gens qui essayaient de créer en laboratoire les conditions de la vie. Vous savez, on avait été, je sais pas quoi, des températures, du soufre, j'en sais rien. Et on n'y est jamais arrivé. On est beaucoup plus loin de recréer artificiellement la vie qu'on ne l'a jamais été aujourd'hui. C'est un truc, on n'y comprend rien, quoi. Et donc, on intervient dans cette histoire de création de la vie. On ne sait pas. On sait très peu de choses. On sait très peu de choses et on n'est jamais d'accord. Et en plus, on est d'accord. Et puis alors, je sais pas, mais moi, il doit y avoir d'autres... Puisqu'il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés, mais en fait qui n'ont pas forcément lieu d'être, puisque typiquement, il y a un argument qui est très souvent avancé par la gauche, par les démocrates, c'est mon corps, mon choix, les droits de la femme, etc. Sauf qu'en face, le conservateur va estimer que justement, il ne s'agit pas de son corps, mais de celui de l'enfant qu'elle porte. Et donc on doit considérer que c'est un enfant, que c'est un être vivant. Ensuite, à partir de quel moment l'est-il ? À partir de quel moment, voilà. Est-ce qu'il y a une rupture ? Avant, c'est pas un enfant, puis après, le lendemain, ça l'est. Tout ça, on n'en sait strict rien. Donc je trouve tous les gens qui ont beaucoup d'autres, qui racontent des choses avec beaucoup d'autorité sur ça. La seule chose que je sache, c'est que le féminisme qui a été beaucoup derrière ça a eu quand même une première vague qui a été tout à fait anti-masculine, surtout aux États-Unis. Et là, il me semble que le féminisme aux États-Unis est en train d'arriver dans quelque chose de nouveau, qui est l'anti-procréation. C'est-à-dire que les féministes, aujourd'hui aux États-Unis, non seulement elles n'aiment pas les hommes, mais elles n'aiment pas les bébés non plus. C'est-à-dire que tout ce qui les empêche de ne pas avoir de bébé est considéré comme, dans le fond, d'un affreux réactionnaire. Mais je ne sais pas si c'est le but de toutes les femmes de ne pas avoir de bébé. Moi, j'en ai vu quelques-unes qui étaient contentes d'avoir des bébés. Oui, mais d'ailleurs, il y en a même qui en ont. Je suis tombé sur une photo absolument terrifiante où il y a donc une femme qui est enceinte, qui est bien enceinte, au 3e trimestre au moins, au 6e mois au moins. Et sur son ventre, il y a écrit « Not a human ».
Donc ça veut dire qu'elle dit, voilà, ce que je porte dans mon ventre, ce n'est pas un humain. Donc ça veut dire que en fait son bébé qui est peut-être à 6 ou 7 mois, elle peut le jeter à la poubelle et derrière ça ne signifie rien. Bah non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Et puis en plus, je suis pas certain que ce soit ce que ressemble la majorité. Je suis pas une femme. Les gens ont dû remarquer. Mais je pense. Moi, si j'ose dire, j'ai toujours été un père avec une âme de mère, donc sauf que j'aurais pas été très doué, mais ça doit être le pied de faire un bébé, quoi. D'avoir un bébé, je veux dire, de voir un être humain sortir de soi, ça doit être incroyable comme sentiment. Oui, je pense aussi, oui. Après, peut-être que l'entre-deux est un peu compliqué, mais... Il faut s'en occuper après ça, mais... je sais pas, moi, il y a des choses il y a une espèce, ce que disait Jean-Paul II, il y a une espèce de tentation de la civilisation de la mort dans notre civilisation aujourd'hui que je trouve un peu inquiétante. Effectivement, oui. Et cette espèce de refus de la vie, c'est un truc qui me met mal à l'aise. Effectivement. Donc voilà, c'est un sujet un petit peu compliqué. Hein. Et alors, s'il y a un truc où je demande à personne d'être d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Donc, c'est pas la peine d'essayer de prétendre que vous avez la solution. Simplement, encore une fois, c'est des sujets... Comme disait De Gaulle, prendre une décision en politique, c'est pas choisir entre une bonne et une mauvaise solution, c'est choisir entre deux mauvaises. Et j'ai vraiment l'impression que l'avortement, ça fait partie de ces catégories-là. C'est vraiment, quoi que vous choisissiez, c'est nul. Ouais, moi aussi, j'ai un peu ce sentiment-là. Derrière, en France, il y a un peu une surréaction que je trouve... c'est les partisans de cette civilisation de la mort qui un peu déraisonnable, qui veut constitutionnaliser du coup l'avortement. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'Atlantique, ce n'est pas constitutionnel, c'est au niveau des États. Et donc en France, derrière, il y a une surréaction comme ça. On veut absolument protéger de manière constitutionnelle le droit à l'avortement. Et moi, je trouve ça un petit peu dérangeant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pas parce que ça va changer beaucoup de choses, ça ne va rien changer, sauf que simplement, d'une part, aucun parti politique ne propose de revenir sur le droit à l'avortement. Et d'autre part, la Constitution n'est pas un répertoire à gadgets sociétaux. Non. Et puis, oui, non, je pense que la Constitution à voir là-dedans, c'est pas parce que la Constitution nous dit que, je sais pas, la Constitution peut nous dire des imbécilités. Je veux dire, la Constitution établit un certain nombre de principes, de règles que vous devez suivre, mais elle ne vous dit pas si ces règles que vous devez suivre sont obligatoires ou n'importe quoi. C'est-à-dire, imaginez que vous le mettiez dans la Constitution et que vous ayez des gens vraiment croyants en France, soit musulmans, soit chrétiens, etc., et qui trouvent que c'est complètement criminel l'avortement. Il y en a un, Bon, mais à ce moment-là, ça veut dire que vous introduisez dans la Constitution un acte de crime. Oui, pour ceux qui considèrent que c'est un crime, effectivement, oui. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus respecter la Constitution si vous êtes un citoyen. Donc, introduire dans la Constitution quelque chose qui peut être considéré comme un crime par quelqu'un d'autre, ça me paraît un peu couillon. Et puis... Encore une fois, je trouve que c'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que la Constitution, c'est l'organisation des pouvoirs publics. C'est l'organisation du débat, de façon à ce qu'il reste... Mais il peut y avoir un débat sur l'avortement, ça me paraît normal. Mais si vous mettez dans la Constitution que l'avortement est constitutionnel, il ne peut plus y avoir de débat sur l'avortement. Effectivement, oui, aussi. Et derrière, il y a aussi une confusion énorme entre ceux qui veulent... augmenter le délai à chaque fois et qui reprochent à ceux qui ne veulent pas l'augmenter. Donc aujourd'hui en France on a 14 semaines qui reprochent à ceux qui ne veulent pas l'augmenter d'être tout simplement anti-avortement. Donc en fait on a un débat qui est juste à ce niveau-là en France. C'est-à-dire qu'on a une gauche qui est globalement pour aller au-delà des 14 semaines. On a une droite qui est pour aller soit rester au statu quo, soit peut-être revenir à 12. Mais enfin, on va pas plus loin que ça. Il y a pas de nécessité en France de mettre ça dans la Constitution. Je trouve que c'est une manœuvre
manœuvre purement politicienne de la part de La République En Marche pour essayer de se mettre pas trop mal avec la NUPES et peut-être essayer de faire des alliances de fait pendant le quinquennat, quoi. Non, je suis d'accord. Il y a des endroits où les politiciens vont à toute allure, mais à chaque fois, ils se déshonorent, quoi. Alors, on a un autre petit dossier. Donc, hier, on a voté au niveau de l'Europe. Les 27 ont décidé au niveau de l'Europe, de l'Union européenne plus exactement, la fin du moteur thermique en 2035, ce qui soulève plusieurs problèmes. J'ai quelques chiffres, hein, j'ai préparé mon dossier. Donc, aujourd'hui, on a seulement, quelque part, 62 000 bornes de recharge pour des voitures électriques, ce qui est en dessous de ce qu'on avait prévu d'avoir. Il y en a 90% qui sont chez des particuliers, donc il faudra évidemment que l'État mette énormément de milliards pour en placer un nombre inimaginable dans toute la France. Se pose ensuite la question évidente, aura-t-on l'énergie nécessaire pour faire rouler autant de véhicules, puisque si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, notre ministre de la Transition énergétique veut que notre production énergétique diminue de 40% d'ici 2050, donc ça va être compliqué pour faire... Surtout si on a un rapport de 1 à 1, comme j'ai souvent dit, entre la croissance, le niveau de vie et l'énergie, ça veut dire que notre ministre de la Transition énergétique, il s'attend à ce que notre niveau de vie baisse de 40%. Ce qui, compte tenu des mesures qu'il prend, d'ailleurs, me semble complètement assuré. Ouais, on a l'air en bonne voie. Là, tout de suite, dès que l'objectif c'est la décroissance, on y arrive. Hein. Ça, ils sont les plus doués pour ça. Donc voilà, pour faire normalement rouler 15 millions de véhicules électriques, sachant qu'aujourd'hui on a 40 millions de véhicules globalement dans tout le pays. Il faudrait augmenter notre niveau notre masse d'électricité d'au moins 50%. Ce qui est absolument gigantesque. Hein. À mon avis, on va pas du tout y arriver. Et on rappelle en outre aussi que le coût des matières premières pour les batteries ne cesse d'augmenter, donc notamment le lithium qui a fait x7 en 2022, le cobalt aussi x2 cette année. Et puis voilà, donc toutes les matières premières pour construire c'est très simple. Je vous signale que ça fait à peu près 30 ans, 25 ans, quand l'écologie est devenue à la mode, qu'on a cessé de faire les moindres investissements dans tout ce qui était mine de cuivre, mine de nickel, mine de ceci, mine de cela, parce que c'était très mauvais pour la planète. Mais alors maintenant, on découvre que ce qui est très bon pour la planète, c'est l'électricité. Bon, je suis très content, mais manque de peau, l'électricité, ça suppose qu'on ait fait des mines 15 ou 20 ans après. Donc on est ramené au problème précédent, ce que je trouve un moyen de rire, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord qu'il faut plus d'électricité, mais pour faire plus d'électricité, on aurait dû faire des mines il y a 20 ans, et on ne les a pas faites. C'est ça. Donc comment vous allez faire plus d'électricité sans les matériaux constitutifs pour faire plus d'électricité ? C'est une question que se posent jamais les politiques. Exactement. D'ailleurs, au niveau écologie aussi, puisque c'est une décision qui est censée être écologique, je rappelle qu'en moyenne, un véhicule électrique doit rouler quand même 50 000 km pour commencer à être plus écologique qu'un véhicule thermique. Parce qu'en fait, le véhicule thermique, il commence avec une empreinte carbone qui n'est pas forcément énorme, sauf que au fur et à mesure, il recrache du CO2, donc on n'est pas au top niveau écologie. Sauf que le véhicule électrique, lui, il va commencer en fait avec une empreinte carbone extrêmement élevée pour tout ce qu'aura fait tout ce qu'on aura fait pour la carrosserie, notamment pour la batterie qui nécessite beaucoup de choses. Donc voilà, 50 000 bornes quand même pour commencer à être plus écolo qu'une voiture thermique, c'est pas au top. Donc qu'est-ce que vous inspire cette décision ? On pense jamais aux conséquences en fait. En fait, aujourd'hui, les décisions, c'est des déclarations d'intention. Ouais. On fait une grosse déclaration d'intention en disant, vous savez, à partir de maintenant, il n'y aura plus que de l'électricité. Et puis ensuite, on demande à son chef de cabinet, bon, alors, comment on fait Comment on fait ? Et le chef de cabinet dit, j'en ai pas la moindre idée, parce qu'il a fait Sciences Po, le pauvre garçon. Et donc, il n'y connaît rien. Et il s'est passé un phénomène qui m'a paru tout à fait curieux, je sais un peu ça, c'est qu'il est passé sur les systèmes YouTube américains, etc., une vidéo de Macron parlant à Biden. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était très intéressant parce que Macron était parlé à Biden et c'était pris par les télévisions, il ne s'en rendait pas compte. Et Macron disait à Biden, alors j'ai eu l'émir du Qatar, qui est un des copains de Macron,
Et il m'a expliqué qu'il n'avait pas un baril à produire en plus, qu'ils étaient à fond la caisse, qu'ils ne pouvaient rien produire de plus. Et continue Macron. Apparemment, le migrant du Qatar avait eu le patron d'Arabie Saoudite, qui s'appelle MDS ou je sais plus quoi, le grand gars là. Ouais, MBS, ouais. MBS, et le type de MBS avait dit moi non plus, j'ai eu peut-être que 150 000 barils, mais on est complètement aussi au taquet, on ne peut pas produire plus de pétrole. Et donc Macron disait à Biden, il faudrait quand même que vous arrêtiez de faire l'imbécile sur la production de pétrole aux États-Unis, parce que si vous ne produisez pas de pétrole aux États-Unis, on est très mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron a été probablement prévenu avant-hier qu'il y avait un gros problème de ressources énergétiques et qu'on risquait de rentrer dans une situation absolument explosive si la Chine se remettait en route. Ça fait jamais que 2 ans qu'on le dit ici, que ça va arriver. Et d'ailleurs, ça arrive. Donc, j'ai été terrifié par ça, parce que ça veut dire que Macron était dans un état de panique avancé, et donc pour lui, c'était une information nouvelle. Et donc, tous ces braves gens, ils émettent des espèces de décisions à la noix, qui ont des conséquences considérables, et quand ces conséquences considérables commencent à se voir dans les prix, dans les marchés, etc., on a l'impression qu'ils font dans leur culotte. Ils ne prennent conscience que après leur décision, finalement, de leurs conséquences, quoi. Voilà. Donc, je regarde ça, je me dis, mais quand même, on est gouverné par des gens curieux, quoi. On est gouverné par des gens très curieux, effectivement. Mais partout, je veux dire, on a eu quand même l'Allemagne à côté de nous qui a fermé ses centrales nucléaires pour derrière rouvrir ses centrales à charbon. Mais on avait l'exemple et à juste à côté. lignite, il n'y a pas pire que la lignite. C'est une espèce de poussière de charbon, il n'y a pas plus, c'est plein de soufre, c'est dégueulasse la lignite. Parce qu'ils importaient autrefois au moins du charbon de bonne qualité de Russie, mais maintenant ils n'ont plus le droit. Donc, on est dans un monde où il faut faire des déclarations d'intention, et personne ne s'attend à ce que ceux qui les font, en tout cas, ne s'attendent pas à être pris au sérieux quand ils les font. Ouais. Ou alors ils sont complètement ignorants, ils ne connaissent pas les conséquences de leurs actes, ou alors ils se disent ce sera un autre de gérer, ce sera pas à moi, je sais pas. Mais c'est assez dingue. Il faut pas quand même avoir fait Polytechnique pour se rendre compte que fermer ces centrales nucléaires, d'une part, ça nous met dans la merde au niveau du prix de l'énergie, et d'autre part, juste pour la production, c'est-à-dire en avoir assez. Ça va être beaucoup plus compliqué. Derrière, systématiquement, tous les pays qui le font vont rouvrir derrière leur centrale à charbon. On va probablement en rouvrir une, nous, je sais plus dans quelle ville. Dans le nord, j'imagine. Ça, donc... Non, mais c'est extraordinaire. J'en reviens pas, parce que vous êtes là, et vous regardez ces gens prendre des décisions, et... il y a quand même 1 an et demi, M. Macron se baladait partout en disant qu'il voulait fermer la moitié du parc nucléaire français. Et puis, bon, on a un pet là sur l'énergie, et d'un seul coup, il faut relancer un programme à 20 ans sur le nucléaire français. Mais enfin, on parle des 20 ans qui viennent, donc vous pouvez pas, il y a 1 an et demi, penser qu'on pouvait fermer la moitié du nucléaire, et ensuite 1 an et demi après dire que vous allez doubler ou tripler la capacité, mais comment voulez-vous? On revient sur ce qu'on disait au début, la conscience du temps long. Un EPR nucléaire, ça se fait pas en 2 secondes, ça se fait en 20 ans. Donc effectivement, si on prévoit des trucs sur 20 ans, faut le faire en conséquence. Sauf qu'on va pas dire fermer une centrale, c'est beaucoup plus rapide qu'en créer une. Du coup, on va fermer Fessenheim, et derrière on se dit merde, on va pas avoir assez d'électricité pour tout le monde. Non, mais on avait fermé Fessenheim parce que Hollande, pour faire venir aux écolos dans je ne sais pas quelle élection qui n'avait aucune importance, avait permis de fermer Fessenheim. Donc on tenait les promesses de Hollande. Mais tenir les promesses de Hollande, ça n'a aucun intérêt, quoi. Lui-même s'y attendait pas, d'ailleurs, j'imagine. Oui, il a jamais tenu les siennes, donc je vois pas pourquoi il s'attendait à ce que quelqu'un d'autre tienne ses promesses à sa place, quoi. Oui, je sais pas si les écolos, d'ailleurs, au final, sont particulièrement contents qu'on ait fermé Fessenheim, puisque de toute façon, ils veulent souvent tout ou rien. Ils veulent qu'on ferme tout ou alors rien. Ils sont jamais contents de la demi-mesure. Bref, dernier sujet avant de partir en vacances. On va discuter
parler un petit peu de la Russie, notamment de l'état économique de la Russie, il y a certaines choses que j'ai du mal à comprendre, parce que le rouble se porte très très bien. Ben oui, il a fait un plus haut encore. C'est vraiment la meilleure monnaie de cette année. Mais derrière, selon Moody's, la Russie fait défaut de paiement sur sa dette extérieure. C'est du pipeau ? C'est pas vrai ? Bon, c'est pas ça, c'est que la Russie avait émis des dettes en dollars. Ouais. Les dettes devaient être payées, ça implique, quand vous émettez une dette en dollars, ça implique que vous payez des intérêts en dollars sur cette dette, sauf si c'est fait différemment, enfin il faut payer des dettes. Or, les États-Unis ont interdit toutes les transactions en dollars à la Russie. Complètement tout. Donc, ils n'ont pas le droit de se servir du dollar. Et donc, ils ne peuvent pas payer leurs dettes sur leurs dettes, puisqu'ils n'ont pas les dollars. Enfin, ils en ont. Ils ont plein de dollars, mais ils peuvent pas par exemple, ils ont plein de dollars en réserve, mais les États-Unis les ont bloqués, ils n'ont pas accès. Donc, les Russes ont dit, si vous voulez, on vous paye en roubles les intérêts. Et les États-Unis ont refusé. Donc, encore une fois, c'est une espèce d'utilisation de la monnaie par les États-Unis comme une arme pour que soit inscrit dans le bilan de la Russie le fait qu'elle ait fait faillite sur une dette en dollars. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui va être sans doute attaqué en justice, y compris par les actionnaires de ces obligations, parce que je ne vois pas ce qui donne le droit légal aux États-Unis d'interdire de payer des dollars alors qu'ils en ont. Vous voyez, ouais. Ils en ont. Donc c'est simplement parce que les États-Unis ont pris une décision souveraine de ne pas autoriser. Mais la Banque centrale américaine a dit ces dollars qui sont là, ils vont se servir à payer cette dette, puisque ça fait partie du. Donc c'est une tentative absolument minable pour essayer de faire croire que la Russie est en état de faillite, ce qui est une imbécilité que seuls les gens de LCI croiront, ou je sais pas, peut-être de France Inter. Ou de... Donc en fait, la Russie peut payer sa dette, mais elle n'a pas le droit de le faire, quoi. C'est pas qu'elle n'a pas le droit de le faire, c'est les États-Unis qui souverainement ont décidé que autrefois on pouvait des dollars, c'était pas sous contrôle des États-Unis, les dollars en dehors des États-Unis. Depuis la 9/11, le terrorisme, les États-Unis ont repris le contrôle sur les dollars dans l'ensemble du monde, y compris en dehors des États-Unis. Eh bien, ils ont décidé que la Russie ne pouvait pas utiliser de dollars. Donc, comment voulez-vous que la Russie, qui ne peut pas utiliser de dollars, il n'y a pas une banque qui acceptera de payer des dollars pour la Russie. Donc, ils sont en défaut, mais ils ne sont pas en défaut. Donc, il va y avoir un procès où il y aura des gars qui diront, mais qu'est-ce qui vous a donné le droit de nous empêcher de payer ça? Donc, ce sera probablement les actionnaires les propriétaires de ces obligations, d'ailleurs. D'accord. Et j'ai vu une autre information aussi, c'est que sur le mois de mai, la Russie a produit 28 fois moins de voitures donc en mai de cette année qu'en mai 2021. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait ? Ça veut dire qu'ils avaient sans doute... la production en voitures de Russie, c'était fait par des Allemands, des Français. Oui, j'avais surtout des Allemands et des Français, je crois. Il y avait Renault, il y avait, je crois, BMW, etc. Ils ont besoin de pièces détachées. Les pièces détachées sont plus livrées, donc ils ne peuvent pas faire de voitures. D'accord. Si vous avez acheté des voitures d'occasion en Russie, ou alors ce que vous faites, c'est que vous faites comme des tadjars intelligents, vous volez des voitures dans le 16e et vous allez les revendre en Ukraine et vous ferez beaucoup d'argent, quand même. Le prix des voitures d'occasion va beaucoup monter, quoi. Oui, ça peut être une idée, C'est un business de croissance. On peut faire une petite agence, comme ça, vite fait. D'accord, donc globalement, en fait, la Russie se porte pas trop mal. C'est parce que j'ai dit au début, si vous voulez, la Russie, les gens ont besoin de ce qu'elle fait. Si nous, on est assez bêtes pour si on ne veut pas leur acheter pour des raisons X, Y ou Z, ils iront le vendre ailleurs. Ils iront le vendre en yuan ou je sais pas quoi, dans d'autres monnaies ou en roubles, je ne sais pas. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye d'empêcher. Les pays européens essayent d'empêcher l'Inde et la Chine, en fait, d'acheter des produits à la Russie. Oui, mais ils ont bien... Alors, le cas le plus marrant, c'est qu'ils ont dit que la Russie ne pourrait pas vendre son or sur les marchés internationaux. Alors, vraiment, c'est un truc qui est fongible. Vous prenez de l'or à 99,9%, vous enlevez le tampon qu'il y a dessus, vous mettez le tampon chinois, et il est vendable le lendemain matin partout dans le monde, quoi. Donc c'est vraiment, mais d'une bêtise, ça dépasse l'entendement, quoi. Donc vous passez un accord entre la Russie et la Chine, je t'envoie de l'or dans la banque russe à Pékin,
On livre ça à la banque centrale chinoise. On change le tampon. Tu enlèves le tampon de Poutine, tu mets le tampon de Xi. Et hop, et c'est vendu le lendemain matin. Donc, mais c'est d'un enfantillage. Ces types ne savent même pas comment un marché fonctionne. Ouais, je trouve ça une bêtise. De dire que la Russie est en faillite, de dire qu'ils sont interdits de vendre leur or, c'est vraiment prendre des gens pour des planches, quoi. On se souvient, il y a quelques mois, de Bruno Le Maire qui avait promis de faire s'écrouler l'économie russe. Faire s'écrouler l'économie russe. Bon, bah c'est la seule façon où il aurait pu réussir, c'est si on l'avait nommé ministre des Finances en Russie. Là, ça aurait été garanti. Là, mais... Ouais, on fait un petit échange, un petit Erasmus. Un petit Erasmus, vous allez vous occuper de l'économie russe et en l'espace de 3 mois, il serait liquidé, quoi. Mais ça, c'est... Non, mais c'est... Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit dès le début quand ils ont commencé à mettre J'ai dit, ces types qui prennent ces sanctions ne savent pas comment les marchés fonctionnent. Ils mettent des sanctions où, finalement, c'est le coup du boomerang. Vous tirez un boomerang et vous le ramassez dans la tête, quoi, ça vous fracasse la tête. Mais ils sont à un niveau d'incompétence. Mais ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'autrefois, vous aviez des gars qui étaient incompétents. Mais il y avait des gars autour d'eux qui savaient vaguement, quand même, qui avaient un petit peu de... Vous avez l'impression aujourd'hui que les gars au pouvoir sont incompétents, ce qui est, mon Dieu, bien naturel, mais que leurs conseillers sont encore plus incompétents qu'eux. En tout cas, c'est vrai que notre classe politique va vers de plus en plus d'incompétence. Ça se remarque, j'en ai déjà parlé avec plusieurs assistants parlementaires qui, eux, avaient un petit peu de bouteille et qui me disaient déjà en 2017 qu'il y avait un gros changement de niveau chez les députés, notamment chez ceux qui venaient de La République En Marche, puisqu'il y a eu un recrutement à la va-vite qui a été fait. Je pense que c'est peut-être encore plus le cas aujourd'hui. Il y a des députés vraiment très très jeunes. Il y a ce jeune Louis Boyard, député de la FI, qui visiblement est encore plus jeune que moi. Il a 1 mois de moins. Donc ça fait un peu peur, effectivement, parce que ces gens-là, derrière, vont se retrouver mécaniquement dans les ministères. Vous savez, c'est ce que j'avais écrit et dit il y a quelque temps. On est en train d'arriver dans l'ineptocratie, vous savez, où les gens les moins capables de gouverner sont élus par les gens moins capables de produire, quoi. Et ça, c'est l'ineptocratie. Bon, on est en plein dans l'ineptocratie, quoi. Donc ça... Ouais. Et apparemment, on n'est pas tout à fait prêt d'en sortir. Donc on va terminer sur cette note, ma foi, tout à fait négative, pour partir en vacances. Mais non, peut-être pas. Regardez, par exemple, ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils auront peut-être la conscience de leur nullité, ils décideront de ne rien faire. Peut-être. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'on soit déjà au fond du trou, qu'on puisse pas aller plus loin. Mais moi, si vous inquiétez pas, ils creuseront, ça ne me fait pas de soucis. Ils sont au fond du trou, ils creusent aussi. Peut-être, avant de partir en vacances, on peut peut-être donner des conseils de lecture, je me disais. Est-ce que vous auriez quelques conseils de lecture pour nos conseils de lecture, alors les choses sérieuses. Alors, bon... vous savez, de temps en temps, vous avez un livre qui change votre vie. Parce que, il y a d'autres. Celui qui a probablement le plus changé ma vie, c'était Du pouvoir de Bertrand Jouvenel, qui est un bouquin qui a été publié dans les années 45, et qui est une réflexion sur la nature du pouvoir politique, et qui m'a laissé absolument assis par terre, tellement c'était profond. J'ai bien aimé ça. Il y a, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais j'ai été très impressionné aussi par René Girard dans ces discussions-là. Parce que René Girard, au début, il a mis en jour le monde, si vous voulez, de la jalousie, du bouc émissaire, etc. C'était très intéressant. Et ensuite, il a croisé ça avec une réflexion sur le christianisme qui était extraordinairement intéressante. Et je trouve que la dernière partie de sa vie où les deux se croisaient bien, c'était passionnant. Et il avait écrit un tout petit bouquin, une note d'interview avec des gars qui s'appelaient, je ne me souviens plus d'ailleurs, mais qui s'appelait « J'ai vu Satan tomber comme l'éclair ». Donc, si vous avez vraiment des moments de grande solitude cet été, si vous voulez du pouvoir, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair, c'est... Mais je voudrais dire quelque chose sur les livres. Moi, il m'est arrivé dans ma vie de tomber sur des livres, comme la première fois que j'ai lu Solzhenitsyn ou des choses comme ça. J'étais tellement excité, c'est pas idiot, que j'étais obligé de m'arrêter de lire pendant un petit moment. J'étais tellement ébloui parce que je lisais,
j'arrêtais de lire et puis... Il y a des livres comme ça, effectivement, on regrette presque de les avoir lus parce que le sentiment de les découvrir est tellement satisfaisant qu'on se dit mais j'ai envie de l'oublier immédiatement et de le redécouvrir. Et surtout, vous vous baladez dans un monde qui est incompréhensible et puis vous avez ce gars qui vous explique et d'un seul coup, vous voyez les choses qui s'animent et vous comprenez en effet que c'est lui qui a raison. Donc cette façon qu'ont certains grands esprits de vous illuminer comme ça, comme un éclair dans une nuit d'orage. Là. Et donc, oui, il y a quelques bouquins qui m'ont donné cette impression. Il y a aussi l'histoire d'Arnold Toynbee. Il y en a quelques-uns comme ça qui m'ont laissé, mais pantois, quoi, sec par terre. Mais j'étais tellement excité que je m'arrêtais, quoi. Parce que je faisais une surcharge, vous voyez, ça chauffait trop là-haut. Ouais. En tout cas, si jamais vous cherchez des bouquins et que vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger... Il y a une liste à la fin de la... Alors oui, effectivement, oui, j'avais oublié, mais il y a une liste sur le blog. Et je ne peux que vous conseiller, si jamais vous êtes à Paris ou que vous passez à Paris, de passer par la nouvelle librairie. À chaque fois, dès que je m'ennuie un peu dans le quartier à Luxembourg et que j'y fais un passage, je trouve toujours quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, je ne peux que conseiller cette librairie formidable. Dans les grandes bandes dessinées, pour ceux qui sont, il y a la Zizanide, Astérix, Goscinny, ouais. Qui a le rôle de la jalousie. Il y a, celui que j'aimais bien, c'était comment il s'appelait, celui où Obélix devenait homme d'affaires, c'était... Je l'ai pas. Vous l'avez pas? Si, c'était avec Chirac qui découvrait la politique keynésienne, c'était à mourir de rire. Donc vous avez quand même, dans un certain nombre, vous avez le Niné Marsupilami, qui est une façon d'être... Vous avez le Strumpfissime, qui est un merveilleux livre sur la constitution de la 5e. Donc dans les bandes dessinées, vous avez parfois des trucs qui sont beaucoup plus profonds que ce qu'il apparaît au premier abord. Tout à fait, oui, ça c'est vrai. Donc, et puis c'est moins fatigant à lire que les autres, mais c'est assez rigolo, quoi. C'est vrai. Donc voilà, je ne peux que souhaiter de très bonnes vacances à tous nos auditeurs. La semaine dernière, dans l'émission qui n'est d'ailleurs pas encore sortie, je crois... Elle est sortie hier soir. Elle est sortie hier soir, alors. J'avais dit qu'on avait dépassé les 170 000 abonnés. J'ai regardé ce matin, on est à 175 000, un peu plus. Donc ça va très vite. 000, au boulot, là. On peut peut-être atteindre les 180 avant de partir, avant que la chaîne parte en vacances. Donc voilà, je ne peux que aussi vous rediriger évidemment vers le blog de l'Institut des Libertés et notamment vers l'article de lundi sur l'euro. C'est un article un peu plus long que d'habitude, mais qui vaut tout à fait le détour, et qui est d'ailleurs tout à fait intelligible, voilà, donc écrit par Charles ici présent. Je vous redirige également vers notre page Instagram, vers notre page Twitter, vers notre page TikTok même. Partout où nous sommes, je vous redirige. Donc voilà, et je vous dis un grand merci pour cette saison. Et on se revoit en septembre. Et on a du boulot devant nous. On va prendre quelques notes sur ces vacances et puis on va se retrouver en septembre. On a du boulot devant nous parce que il y en a des choses à faire. Ah oui, c'est sûr, on part de très loin, donc au moins on manque pas d'activité. On manque pas d'activité. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Passez de bonnes vacances.